Bonjour, moi c'est Mélissa Gagné, étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Et moi, c'est Andréane, je suis orthopédagogue et j'ai complété ma maîtrise en orthopédagogie à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Aujourd'hui, on va discuter avec vous dans cette petite capsule de trucs et astuces pour aider son enfant avec ses devoirs et avec ses leçons. Donc, pour commencer, on voulait discuter avec vous de pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner son enfant durant la période de devoirs et de leçons. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est un moment que vous pouvez prendre, que ça vous permet de transmettre une attitude qui est favorable aux devoirs et aux leçons, mais ça vous permet aussi d'être impliqué dans les apprentissages de votre enfant, puis ça aide sa réussite scolaire. Il y a aussi le fait qu'il y a plein de petites habiletés que les enfants apprennent en faisant la période de devoirs et de leçons, notamment tout ce qui est la gestion du temps, la discipline, l'autonomie, les comportements d'autorégulation. Puis ça, les comportements d'autorégulation, c'est la capacité que l'enfant a de maîtriser ses comportements, ses émotions, ses pensées aussi. Donc ça, en faisant les devoirs avec votre enfant, vous l'aidez à apprendre toutes ces petites habiletés-là qui vont nécessairement être bénéfiques pour lui dans sa vie. Il y a aussi le fait que vous pouvez, avec votre enfant, rendre les apprentissages qui sont signifiants. Par exemple, si votre enfant a une grosse passion pour l'art, eh bien, de passer par l'art pour faire ces apprentissages-là, ça vous permet aussi de rendre l'apprentissage pour lui signifiant et donc ça risque de s'imprégner plus dans sa mémoire. Une autre chose aussi, c'est que ça vous permet de faire des liens entre les apprentissages que l'enfant fait à l'école et les choses dont vous discutez ou que vous vivez à la maison. Et ça vous permet aussi d'adapter les devoirs aux caractéristiques personnelles de votre enfant. Par exemple, si votre enfant a besoin qu'on lise ses problèmes de maths, eh bien, vous pouvez l'aider, adapter la tâche pour que ça soit plus facile pour votre enfant. Donc ensuite, on va vous parler de comment planifier la période de devoirs et leçons pour que ça fonctionne bien à la maison. Donc, tout d'abord, comment structurer la période? Une des premières choses à faire, ça serait de créer avec votre enfant un échéancier de la semaine, échéancier dans lequel vous pouvez répartir les différentes tâches, les rendez-vous, les devoirs, l'étude, les activités parascolaires, tout ce que vous avez dans la vie, en fait. Oui, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir soit un plan du mois ou un plan de la semaine, puis d'aller mettre, en fait, les éléments qui sont récurrents. Donc, si tous les mardis, on a un cours de patin, bien, on va aller déjà l'inscrire, puis on va savoir que cette journée-là, on ne peut pas faire des devoirs et des leçons. Donc, ça va être d'essayer d'aller voir avec vous, bien, vous et votre enfant, où je vais placer les moments de devoirs et de leçons. On s'entend qu'on n'attend pas au jeudi parce qu'on sait que sinon, on peut être restreint dans le temps s'il arrive des péripéties ou tout autre inconvénient. Ça peut arriver des fois qu'il y a des tâches qui s'ajoutent à l'horaire. Donc, c'est d'essayer de voir comment répartir bien les moments d'études et de devoirs là-dedans. Puis aussi, ce qu'on dit, c'est de faire des périodes qui sont fréquentes. Donc, on préfère en avoir 4 fois dans la semaine, mais qui sont plus courtes que d'y aller avec quelque chose de 2-3 heures le jeudi pour tenter de tout rattraper. Puis quand on dit 4 fois semaine, est-ce qu'on parle aussi du week-end? Oui, en fait, ça peut être un samedi matin, on fait 1 heure. Comme on a dit, on veut que ça soit court. Donc, on ne veut pas passer 6 heures d'affilée. On s'entend que c'est pas optimal autant pour l'enfant que pour vous. Et ça risque d'engendrer un peu de conflit entre vous et votre enfant. Donc, l'idée, c'est d'y aller vraiment plus fréquemment, mais de plus courte durée. Et ce qui est possible de faire aussi, c'est prévoir des pauses. C'est important de prévoir des pauses. Oui, même dans une période, si elle est courte, par exemple, on veut faire un gros maximum 1 heure, mais on pourrait dire on fait 20 minutes de travail, ensuite on prend 10 minutes de pause. Et la pause, ça peut être une activité où on va bouger, et ça peut être une activité plus un jeu qu'on va faire ensemble, mais c'est important de prendre des pauses entre les moments de travail pour justement permettre de diminuer un peu la charge cognitive qu'on va avoir engendrée à faire les travaux. Donc, une autre chose aussi qu'on vous conseille, ça serait de consulter l'agenda, peut-être des fois en commençant la période de devoir, consulter l'agenda ou le plan de travail que l'enseignant aurait remis.
Oui, effectivement. Souvent, vous allez voir là, dans l'agenda, des fois c'est le vendredi, des fois c'est le lundi. Là, ça va varier d'un enseignant ou d'une enseignante à l'autre. Mais c'est de consulter ça, puis ça va vous aider aussi quand vous avez parlé de l'échéancier. Donc, de dire, ah, bien, cette semaine, on doit faire ça, ça et ça. Donc, on va aller les placer dans votre échéancier. Puis, en fait, c'est de voir là, avec ce que l'enseignant va proposer. Parce que chaque enseignant ou enseignante a une façon de fonctionner différente, mais au début de l'année, là, prenez le temps de voir comment l'enseignant fonctionne, comment il vous partage l'information. Souvent, ça va être dans un duotime là, qu'il faut retourner à l'école chaque jour, mais ça va être à vous là, de valider avec l'enseignant. Et puis, là, on vous donne plein de petits trucs et astuces, plein de petits points à réfléchir, mais c'est important de trouver une organisation qui convient à vous, mais aussi à votre enfant. Oui, allez-y en fait avec qu'est-ce qui vous convient parce que si vous voyez que le jeudi, c'est la soirée où vous arrivez plus tard, bien, on va essayer de moins mettre, là, par exemple, une période de devoir cette journée-là. Ou si on voit que le mercredi, l'enfant est souvent plus fatigué cette journée-là, on va essayer peut-être de le mettre à un autre moment ou de faire un moment plus court. On vous donne 2 pistes, là, en fait, ça peut être d'y aller par matière, donc d'y aller une journée, on fait des mathématiques, l'autre journée, on fait de la lecture, l'autre journée, on fait des sciences. Donc, vous pouvez y aller par matière ou par difficulté, donc se dire, en sciences, c'est plus difficile pour nous. On va commencer par ça au début de la semaine ou au début de la période de devoir, puis on termine là, avec quelque chose qui est plus facile. Et oui, et un dernier point qu'on voulait apporter, c'était de porter attention à l'environnement. Effectivement, parce que si c'est un environnement qui est bruyant, on s'entend tous que si la télé est allumée, on va avoir envie de jeter un coup d'œil à la télévision ou s'il y a de la musique, des fois on se dit « Ah, c'est juste pour faire de l'ambiance », oui, mais ça déconcentre quand même. Donc, ça va être important dans ce moment-là d'essayer d'éteindre le plus possible tout ce qui est distraction. Si c'est petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur qui est la distraction majeure, mais ça pourrait être de dire « Ah, mais on va prendre un moment ensemble, un parent peut sortir avec l'enfant, jouer dehors ou aller dans une autre pièce pour laisser l'enfant qui a besoin de se concentrer toute seule là, avec vous. » Et une dernière chose qu'on voulait discuter concernant l'organisation des devoirs, c'était les routines. Donc, autant au niveau du sommeil, l'alimentation, mais aussi les devoirs. La routine, c'est très important pour les enfants. Donc, la routine, ça permet de développer un sentiment de sécurité chez l'enfant parce qu'il sait ce qui s'en vient. Ça lui permet aussi d'être plus autonome parce que justement, il sait ce qui s'en vient. Il peut prendre les initiatives, il peut prendre les devants et ça lui permet aussi de s'organiser. Mais comment est-ce qu'on implante une routine, Andréane? Mais en fait, c'est simple, un peu comme on vous l'a dit quand vous allez faire l'échéancier, c'est d'impliquer votre enfant. Parce que quelqu'un qui est impliqué, il sait ce qui s'en vient, il va être plus motivé. Vous pouvez aussi lui offrir des choix. À quel moment on fait nos devoirs, par exemple, ou nos leçons, dans la routine, ou à quel moment, là, par exemple, est-ce qu'on le fait pas avant les devoirs, mais est-ce qu'on le fait avant le souper, après le souper? Donc, vous pouvez lui donner là, des choix. Est-ce qu'on commence par mathématiques ou français aujourd'hui? Donc, ça va être une façon, dans votre routine, de lui faire choisir un peu comment il va l'organiser, sa routine. On s'entend que vous allez donner des choix, mais vous allez quand même cadrer là, dans les choix ce que vous allez lui proposer. Puis, on va essayer de rendre la routine amusante. Donc, c'est pas un moment là, qui doit être difficile ou non agréable. On va essayer de rendre ça amusant, justement en incluant là, des petites pauses comme on vous a proposé. Puis une façon de bien implanter une routine, c'est de l'afficher dans la maison, la routine, donc avec soit des images ou avec des mots. Donc de dire, bien après le souper, on fait la période de devoir, après on peut aller, par exemple, prendre le bain. Donc vous allez pouvoir soit le soutenir avec des images ou avec des mots. Puis comme on a dit, bien, soyez flexible parce que ça se peut qu'une journée, l'enfant est plus fatigué, puis finalement, cette routine-là, elle fonctionne un peu moins bien. Donc d'y aller là, avec un peu votre enfant et vous, comment vous vous sentez aussi. Et donc, prochaine petite section, ça va être de parler de les devoirs et les leçons. Ça peut être un moment agréable, mais comment est-ce qu'on rend ça agréable? C'est important que ça soit un moment agréable parce qu'on veut valoriser, en fait, les moments de travaux là, ensemble. Puis ce moment-là est précieux quand même. Oui. Donc, une des premières petites pistes qu'on vous offre pour rendre les devoirs et leçons agréables, ça serait de varier les supports et d'utiliser un matériel qui est différent. Oui, effectivement, sans avoir besoin de dépenser une grande somme d'argent dans du matériel, vous avez clairement à la maison soit des lettres qui sont magnétiques, des tuiles dans un jeu de Scrabble,
Et vous avez sûrement de la peinture, de la craie, différents crayons de couleur. Et donc, c'est différents matériels que vous pouvez utiliser. Par exemple, on a donné des exemples pour travailler le vocabulaire, mais ça peut être le même de choisir la couleur juste pour faire le travail en mathématiques. Et donc, il y a plein de façons. On a aussi dit que vous pouvez écrire dans les airs, écrire dans les fenêtres, sur un tableau lumineux. Donc, des fois, juste de changer le support pour faire le travail, ça l'encourage l'enfant à persévérer. Une autre chose qu'on peut varier aussi, c'est l'environnement. Oui, on pourrait aller, par exemple, à la bibliothèque ou dehors sur une table à pique-nique pour faire le travail s'il fait encore beau à l'extérieur. Ou on peut même changer d'endroit. On n'est pas obligé d'être toujours au bureau. On peut aller sur la table de cuisine ou assis sur un coussin dans le salon. Donc, ça va être de changer d'environnement, mais un environnement, on se rappelle, qui est propice aux apprentissages, donc pas trop bruyant, mais on peut changer quand même l'environnement. On rentre dans des trucs un petit peu plus techniques au moment des devoirs, là, mais ce qu'on peut faire, c'est inventer des exemples rigolos. Oui, souvent, on a vu là, des exemples qui peuvent être rigolos, c'est d'inclure les membres de la famille dans l'exercice. Donc, si vous refaites un exercice de mathématiques, vous pouvez inclure un membre de la famille. Donc, je pourrais dire, Andréane a 5 chats et sa sœur en a 3 fois plus. Donc, ça va être une façon de dire « Ah, je me suis inclus dans le problème », puis l'enfant, souvent, ça va le faire rire, puis ça va le motiver à vouloir même en inventer lui-même, ou ça pourrait être de lui faire inventer là, des exemples plus rigolos. On a dit aussi de faire des phrases drôles, donc sans que la phrase ait du sens, mais ça peut être rigolo des fois d'inventer des personnages ou des lieux particuliers. On peut aussi jouer avec les mots et avec les chiffres. Oui, on pourrait par exemple faire un jeu d'association du mot de vocabulaire avec sa définition, sinon un jeu de mémoire où on tourne des mots puis on regarde lesquels riment. Donc ça pourrait être avec des cartes que vous inventez vous-même ou des jeux que vous avez à la maison où vous collez simplement là, le mot dessus. Ou des jeux de cartes, on peut penser aux jeux de bataille pour travailler la numérotation ou pige dans le lac là, qu'on pourrait travailler. On pige juste les chiffres pairs ou juste les chiffres impairs. Donc il y a plusieurs façons de faire. Et on pourrait aussi écrire une histoire avec les mots à étudier. Oui, je pense que ça va de soi, là, mais d'écrire une histoire, ça peut toujours être chouette, puis ça travaille en même temps là, le développement des idées. D'autres petites pistes aussi pour rendre le moment agréable. Une que moi j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, c'était de jouer au mini-prof. Oui, en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que l'enfant, dans le cas où c'est lui le mini-prof, c'est qu'il vous explique ce qui est le compris de la matière. Donc, vous, ça vous permet de voir est-ce que l'enfant a bien compris, puis même vous, des fois, de voir de quoi on parle. Ah oui, OK, il est en train de me l'expliquer, je comprends mieux. Qu'est-ce qui est à travailler? Donc, c'est une belle façon de faire. Une autre chose qui peut marcher pour certains enfants aussi, c'est de faire des compétitions amicales en famille. Oui, on pourrait faire un défi, celui qui lit le plus vite, celui qui répond le plus rapidement à des questions, ou faire des courses dans la maison avec une réponse à répondre au bout, ou cacher, là, par exemple, une feuille de devoir, puis c'est le premier qui la trouve dans la maison, il peut la commencer. Donc, ça peut être de vraiment différentes façons, mais il faut toujours que ça soit amical. Sur le plan de la lecture, on peut lire avec notre enfant. Oui, vous pouvez soit lire le même livre que vous partagez ensemble. Il y a plusieurs façons là, de le lire. Chacun, on lit une page, on lit chacun une phrase, on lit chacun un personnage. Ou vous pouvez, vous aussi, être un modèle. En fait, si vous lisez un livre pendant que lui, il lit son livre, bien, ça peut le motiver en voyant vous qui êtes son modèle. Et ça peut nous amener aussi à discuter de la lecture qui a été faite, soit ensemble ou chacun son livre côte à côte. Exact. Donc, je pourrais parler de mon personnage, dire dans ma bande dessinée, il y avait tel personnage, je l'ai aimé, et toi dans le tien. Donc, on pourrait se partager là, à ce niveau-là ou parler de nos personnages préférés dans l'histoire. Et d'un point de vue un petit peu plus techno, on peut aussi consulter des sites, des jeux interactifs, puis apparemment, il y a aussi des applications. Oui, souvent sur Internet, il y a la Alloprof que vous connaissez probablement qui offre une panoplie de jeux interactifs, mais aussi ils ont des informations sur différentes matières, puis c'est souvent classé par niveau scolaire, donc c'est plus facile là, selon l'âge de votre enfant d'aller le voir. Puis il y a plusieurs applications là, gratuites et payantes qui existent sur les tablettes aussi qui peuvent être disponibles. Sinon, vous pouvez regarder là, ce qu'on appelle des vidéos qui résument la matière. Notre fameux Alloprof en propose sur YouTube qui, en fait, nous explique un peu différentes matières, là, puis c'est encore une fois classé selon le niveau scolaire.
Et dernier segment, ça serait de s'ajuster à différents défis. Donc, on vous propose, je pense, 4 défis, puis comment s'ajuster à ceux-ci. Oui, en fait, on sait que des fois, les moments de leçons et devoirs peuvent avoir leur lot de défis, hein, comme on l'a dit. Donc, on est allé voir là, par certaines caractéristiques que peuvent avoir vos enfants qui pourraient être travaillées. Donc, on a par exemple, si votre enfant il aime beaucoup bouger, puis pendant les périodes de leçons et devoirs, c'est difficile là, pour lui de rester assis longtemps, ce que vous pouvez faire, c'est avant la période, c'est d'aller bouger. Donc, jouer au soccer, au hockey, faites une activité qui bouge, donc pour permettre à l'enfant de dépenser son énergie, je cherchais mon mot, merci. Et vous pouvez aussi inclure une activité physique là, pendant que vous faites le travail. Donc, comme je l'ai proposé, de faire un parcours. Et l'enfant peut lire une phrase, courir dans la maison en faisant le parcours, puis revenir vous le redire. Ou on pourrait se lancer une balle à chaque fois qu'on dit, par exemple... un mot de vocabulaire. Un mot de vocabulaire. Quand on l'épelle, on se relance à chaque fois qu'on a réussi. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est varier les positions. Donc, si après 5 minutes, l'enfant est tanné d'être assis, on peut se lever, on peut rester 5 minutes debout, encore proche de la table, mais faire le travail debout, ou on pourrait rester là, couché sur le ventre, qu'on peut faire l'activité. Ce que je comprends, dans le fond, c'est que l'idée, c'est de répondre aux besoins de l'enfant, que ce soit pendant les devoirs ou avant, pour qu'il soit capable ensuite de se concentrer pleinement sur le devoir et la leçon. Oui, effectivement, puis ça peut changer là, d'une fois à l'autre. Vous allez le voir là, avec votre enfant. Un autre défi aussi, ça serait que votre enfant n'est pas motivé par les devoirs et les leçons. Dans ces moments-là, il y a certaines petites choses qui peuvent être faites, comme mobiliser les sujets d'intérêt de l'enfant pour faire le devoir ou la leçon. Donc, ou les leçons. Ça serait vraiment, dans des mathématiques, on peut essayer de remplacer par des personnages que votre enfant adore. Ça peut utiliser un sujet pour faire justement ces problèmes-là. Donc, utiliser par exemple les dinosaures ou les planètes. Donc, c'est ça. Donc, ça serait vraiment de penser, d'imaginer, puis d'essayer d'adapter le devoir à quelque chose que votre enfant aime. Ça pourrait aussi être de donner des choix. Donc, est-ce que tu veux faire tes devoirs avant ou après le bain? Est-ce qu'on commence par le français ou les mathématiques? Quel crayon tu veux utiliser? Où est-ce qu'on s'installe dans la maison? Donc, donner des choix, ça augmente la motivation. On peut aussi utiliser des récompenses qui sont uniques ou intéressantes. Donc là, ça serait de réfléchir à qu'est-ce que votre enfant adore et n'a pas beaucoup l'occasion de faire. Ça peut être faire un jeu avec vous. Ça peut être... la technologie, souvent les enfants aiment beaucoup ça, donc jouer avec le téléphone ou la tablette, ça peut être une panoplie de choses. L'important, c'est que ce soit vraiment très puissant comme récompense auprès de votre enfant. On peut aussi créer des défis. Donc, ça, chez certains enfants, ça fonctionne, chez d'autres, ça ne fonctionne pas très bien. C'est important de s'adapter à son enfant, mais il y a certains enfants que si on met, par exemple, un minuteur, il faut avoir terminé en temps de temps, ça va fonctionner, ça va être très puissant comme motivation. Et le dernier point, ça vous demanderait plus d'imagination un petit peu, mais ça peut toujours être agréable et sympathique de trouver des idées qui sont originales pour faire le travail. Oui, vous pouvez y aller par le jeu. Donc, par exemple, on va faire une activité, puis à chaque fois qu'on réussit, on peut lancer le dé au serpent-échelle ou, par exemple, à Twisters. Donc, chaque fois qu'on a terminé un numéro, on peut faire une partie. Donc, ça va être d'inclure le jeu un peu en parallèle, sans nécessairement que le jeu soit l'activité, mais c'est quelque chose qu'on met en parallèle pour motiver l'enfant. Puis, ça peut être là, dans les outils qu'on utilise, donc utiliser des Smarties, par exemple, en mathématiques, bien, on peut les manger à la fin, ou de varier là, l'endroit, j'en ai un peu parlé plus tôt, mais la bibliothèque, ça peut être intéressant d'aller travailler à cet endroit-là. Si votre enfant, vous voyez qu'il manque de confiance en lui, bien, ce qui va être important, en fait, c'est de cibler beaucoup de petits objectifs. Donc, si on a 15 numéros à faire, ce qui est quand même beaucoup, bien, on va se dire, on va essayer d'en faire 2 à la fois, puis quand on a réussi, bien, on peut s'offrir une petite pause où on se félicite. On peut souligner la réussite. Et ça va être même très important de souligner chacune des petites réussites, chacune des tâches qui sont complétées. Même si c'est une petite chose que l'enfant a réussi, que vous voyez que d'habitude, il y a plus de difficultés, ça va être important là, de souligner cette réussite-là. Et en parallèle aussi, ce qui peut être important dans une situation où l'enfant manque de confiance, ça serait de travailler l'estime de votre enfant.
Donc, ça serait de faire ressortir le positif chez lui, de parler de ses qualités, de parler de ses réussites et de normaliser ses difficultés. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas en parler, mais c'est de lui dire c'est normal d'avoir de la difficulté dans certaines choses, c'est normal de trouver ça difficile et surtout d'éviter de blâmer l'enfant. C'est pas de sa faute. Il y a personne que c'est de sa faute de faire des erreurs, d'avoir des difficultés et c'est surtout pas d'aller dans le blâme parce que là, ça deviendrait vraiment plus difficile pour l'enfant. Et un dernier point qui est très, très, très important, c'est de lui montrer, autant dans vos paroles que dans vos actions, que vous avez confiance en votre enfant. Oui, donc le féliciter, le motiver, donc ça va être des façons là, pour vous de l'aider à développer son estime de soi. Puis même quand vous-même, vous faites des erreurs ou vous ne vous rappelez plus quelque chose, bien, vous pouvez dire « Attends, il faut que je persévère, je ne me souviens plus, donc je dois travailler encore plus fort. » Donc de valoriser ça aussi, là, la persévérance en même temps. Puis l'important, en fait, c'est d'offrir votre soutien puis votre présence. Donc, quand vous êtes en train de faire les leçons et les devoirs, vous êtes en train de faire les leçons et les devoirs. Vous n'êtes pas en train de cuisiner le souper ou d'aider à autre chose. Donc, concentrez-vous pour avoir un beau moment avec l'enfant. Puis d'être là aussi dans ses émotions. Oui, effectivement. S'il y a de la difficulté puis il trouve ça difficile émotionnellement, bien, c'est d'être là présent pour lui. Et finalement, le dernier défi qu'on vous propose, c'est si votre enfant n'est pas organisé. Ben là, c'est sûr que l'idée, ce n'est pas d'organiser votre enfant pour lui, parce qu'il n'apprendra pas à s'organiser, mais c'est de lui offrir plein d'outils et de l'organiser avec lui. Donc, un des premiers points, c'est de s'assurer que votre enfant a tout à sa disposition pour travailler. Parce que quand on passe son temps à se lever pour aller chercher un outil, un crayon, une efface, on n'est pas très concentré. Et c'est pas de le faire pour lui, c'est pas de sortir son matériel, c'est vraiment de lui demander, de regarder avec lui, est-ce que tu as tout, est-ce que tu es certain. Une autre chose qui peut être faite, c'est d'utiliser des calendriers, des agendas et des tableaux. On en a parlé un petit peu plus tôt quand on parlait d'échéanciers. Mais ça, c'est pas de le faire seul, c'est de le faire avec votre enfant pour lui montrer comment on fait pour qu'ensuite il soit capable de reproduire ces choses-là. Des choses qui fonctionnent aussi avec certains enfants, mais pas tous, c'est d'utiliser des supports visuels pour imaginer, par exemple, les tâches qui doivent être faites. Et on peut aussi représenter le temps visuellement. Donc, des fois, il y a des enfants que pour eux, de voir les choses vraiment visuellement, voir le temps qui passe, voir les choses qui s'en viennent, ça les aide vraiment beaucoup à se concentrer puis à s'organiser. Et, il va y avoir aussi là, l'importance d'avoir une routine qui revient. Donc, c'est plus facile d'être organisé dans une routine qui est récurrente, qui revient souvent, comme on dit. Donc, l'enfant va voir, OK, c'est vrai, quand je veux faire ma routine, bien, je dois, de 1, sortir mon matériel, de 2, m'installer tel endroit. Donc, d'y aller un peu comme ça. On a dit que ça peut être des images, mais ça peut être des mots là, si l'enfant est plus vieux. Il y a aussi l'aspect là, de diviser les tâches en petites étapes qui sont à cocher. Donc ça, c'est une belle façon, dans le tableau ou dans l'agenda, de faire une liste de petites étapes à faire. Puis l'enfant là, va pouvoir le cocher. Puis à chaque fois qu'on coche, par exemple, 2 ou 3 éléments ou juste un, mais ça peut être dire, c'est le moment de la pause. On l'a fait plus vite cette fois-ci, ça a été plus court, mais on prend la pause plus vite puis on se remet au travail plus rapidement. Et donc, nous passons à la conclusion. À retenir. Oui, donc les premiers points, en fait, c'est de ne pas oublier de s'organiser. Donc, un environnement qui est adéquat, qui est propice aux apprentissages, qui est intégré dans la routine de la fin de journée, bien, ça va être favorable, en fait, pour que les moments fonctionnent bien. Et aussi, comme on vous a dit, c'est que ce soit des périodes qui sont plus petites. Donc, on veut des moments qui sont plus courts, mais qui reviennent quand même fréquemment et qu'il y a des pauses là, qui sont incluses dans ces petites périodes-là. Et on n'oublie pas que c'est des pauses qui sont stratégiques. On ne fait pas une pause à chaque 2-3 minutes. Là, on essaie quand même de faire un petit moment de travail, mais on va alterner travail-pause, travail-pause. Aussi, l'important, ça va être de propager une attitude qui est positive face aux devoirs et leçons. Donc, de rendre ce moment-là agréable pour que l'enfant il voit que c'est important de le faire et que ça va valoriser en même temps là, l'éducation pour lui. Une autre chose aussi à retenir, c'est que la fréquence des devoirs, des périodes de devoirs, elle est plus importante que la longueur des périodes. Aussi, c'est de créer des réussites, même si c'est des petites réussites, puis surtout si c'est en début d'année, parce que c'est là que souvent c'est plus difficile pour les enfants. Une dernière chose aussi, c'est de soutenir toutes les habiletés qui sont autour des devoirs, mais qui ne sont pas un apprentissage scolaire. Donc, tout ce qui va être l'autonomie, la gestion du temps, la discipline, les récompenses, soutenir ces habiletés-là, c'est très, très, très important.
Donc, l'important, c'est de rendre les devoirs et leçons amusants pour que ça soit un beau moment que vous partagez avec votre enfant. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine capsule. Oui, donc à bientôt! À bientôt!